Salut les fans de F1, bienvenue sur la chaîne. Alors, Grand Prix de Monaco, première victoire à domicile pour Charles Leclerc. Dites-moi comment vous avez trouvé ça, c'était franchement génial. Dites-moi dans les commentaires, j'adore vous lire, j'adore vous répondre. C'est ça le but de la chaîne, hein, on est passionné de F1. Alors on en discute ensemble. Personnellement, un petit peu mitigé, je l'avoue, je vais vous expliquer pourquoi après. Mais bon, cette victoire de Charles Leclerc à Monaco, c'était franchement exceptionnel. On a un nouveau roi, c'est génial. C'est la première fois dans l'histoire du championnat du monde de Formule 1 officiellement, puisque oui, Louis Chiron avait gagné le Grand Prix de Monaco en 1931 à Monégasque, mais à cette époque-là, c'était pas encore le championnat du monde de Formule 1, c'était pas régi avec des manches et puis un classement, etc. Donc Leclerc a vraiment réécrit l'histoire ce week-end en gagnant son Grand Prix à domicile, le premier Monégasque à gagner officiellement le Grand Prix de Monaco dans le championnat du monde de Formule 1. Donc une vidéo en deux parties aujourd'hui, on va faire le petit débrief comme d'habitude, et puis je vais vous expliquer aussi pourquoi selon moi, j'ai des doutes, j'ai mes réserves sur la validité d'avoir le Grand Prix de Monaco dans le calendrier de Formule 1, dans l'état actuel des choses, mais je vais y revenir plus tard, donc restez là, je vais vous expliquer mon point de vue, et puis j'ai hâte de voir vos commentaires sur le sujet aussi. Mais avant, rapidement, j'aimerais vraiment vous dire merci à vous qui regardez la vidéo. Ça me fait vraiment plaisir. Écoutez, j'ai lancé cette chaîne il y a exactement 3 mois. On a dépassé le stade des 80 abonnés ce week-end. J'adore vraiment partager cette passion de la F1 avec vous. Ça me fait plaisir à chaque fois que je vois un like, un commentaire, y répondre, discuter de ça, un nouvel abonné. Donc vraiment, merci beaucoup encore à vous qui regardez ces vidéos. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas abonnés, ben, allez-y, faites-le. Je nous lance un défi. Est-ce qu'on est capable dans les prochains jours là, de dépasser la barre symbolique des 100 abonnés? Pourquoi pas? Et maintenant, place au débrief. Donc ce week-end à Monaco commence très bien, il fait chaud, il fait beau, on va avoir un beau week-end sur les yachts de milliardaires, et oui c'est ça Monaco, les casinos, etc. Les essais le vendredi, donc c'est là depuis 2022, avant les essais c'était le jeudi, traditionnellement ils voulaient laisser une journée le vendredi pour pouvoir réparer la voiture, parce qu'il y avait souvent des petits accidents, des petits accrochages, les pilotes cherchaient la limite. Depuis 2022 ils ont arrêté ça, maintenant les week-ends de Monaco sont exactement comme les autres, vendredi les essais, samedi qualif, dimanche course. Donc on a vraiment plus cette marge d'erreur pour les mécaniciens. Alors évidemment le mot d'ordre pour les essais du vendredi FP1 et FP2 ça a été de ne pas la mettre dans les rails s'il vous plaît les gars, on n'a pas le temps de réparer, les mécanos sont déjà fatigués, le week-end commence, il faut qu'ils soient frais et dispo pour la qualif et surtout pour la course. Alors ne la mettez pas dans le mur, on monte progressivement, on cherche son point de freinage, la corde. On se rapproche tranquillement des glissières de sécurité, mais on ne les touche pas surtout. Et les temps ont commencé à tomber évidemment le samedi matin dans la dernière séance d'essai avant la qualif. Alors on peut voir il y avait les 15 premiers pilotes qui étaient dans la même seconde. Ça va bien, Charles Leclerc évidemment au sommet du classement. Max Verstappen est derrière. Suivi de Lewis Hamilton. Donc les Mercedes sont dans le coup, les McLaren aussi. On a des RB, des Aston, mais comme je vous dis, ce qui est intéressant, c'est qu'on a vraiment 15 pilotes qui sont dans la même seconde. Alors évidemment, c'est un circuit court. Samedi matin, la qualif, 3e pole à Monaco pour Charles Leclerc. Et oui, encore une fois, une pole. Est-ce qu'il va finalement pouvoir la convertir en victoire? Il n'a pas eu de chance. Époustouflant de vitesse, pas d'erreur. Grande forme des McLaren aussi, hein, franchement. Verstappen un peu en retrait, seulement 6e. Mais Ferrari et McLaren vraiment aux avant-postes avec Sainz, Norris et puis Piastri qui sont juste derrière. Donc Piastri une excellente qualification en 2e place. Perez totalement absent, ne passe même pas la Q1. Mercedes toujours un petit peu en retrait comme d'habitude. Alonso non plus, encore une fois pour un 2e Grand Prix de suite, il ne passe pas la Q1. Mais qu'est-ce qui se passe avec les Aston Martin? Les Alpines sont aux portes du top 10, donc là il y a vraiment quand même un progrès, mais est-ce que c'est dû aux caractéristiques propres du circuit de Monaco? Évidemment c'est un tracé qui ne demande pas beaucoup d'aérodynamique par rapport aux autres qu'on a vus avant, alors forcément on sait que c'est le gros défaut de l'Alpine. Et fait à noter, après la qualif, les 2 As ont été disqualifiés des qualifications pour une infraction au niveau de leur système de DRS. Et la course, alors premier tour, Magnussen qui fait encore des siennes, regardez. Il se porte à la hauteur de Perez et il ne veut rien lâcher comme d'habitude. Et c'est fin de la course pour Perez, Hülkenberg, son coéquipier qui se fait ramasser, le pauvre. Il n'a rien demandé, il se fait ramasser. Encore une énorme bourde de Magnussen, mais finalement il n'a pas eu de pénalité. Ça a été déclaré un incident de course. Franchement, moi je suis pas d'accord, je pense que Perez avait le droit d'être là, il était largement devant. Magnussen a essayé de s'infiltrer, quand il a vu que ça passait pas, il fallait laisser, il fallait rester derrière. C'est à Monaco, c'est proche, c'est étroit, c'était hyper risqué, c'est le premier tour de la course, c'était vraiment pas nécessaire, il a complètement ruiné le week-end dans son écurie.
Et il devrait vraiment se calmer le K-Mag parce qu'il a perdu beaucoup de points sur sa licence. Et il est vraiment à 1 point ou 2, je ne sais plus, j'ai pas regardé, d'être suspendu pour une course. Et ça serait vraiment la première fois, le premier pilote de F1 qui serait suspendu pour une course depuis Romain Grosjean en 2012 après son terrible crash à Spa. Mention spéciale aussi dans cette course à Gasly qui marque son premier point de la saison chez Alpine. Par contre, Ocon beaucoup trop agressif, regardez, ça aurait pu coûter très cher. Alors déjà, Ocon, lui, est sorti de la course sur cette erreur stupide et il a failli sortir son coéquipier aussi. J'aimerais bien être dans le bureau d'Alpine en ce lundi matin, ça doit être quand même assez tendu. Alors déjà qu'il y avait beaucoup de tension entre les deux depuis l'époque junior, alors ça va vraiment en rajouter une couche. Ça va pas bien chez Alpine avec la voiture, alors si en plus ça va pas bien au niveau des pilotes, ça va être très compliqué pour le reste de la saison. Du coup, avec ce drapeau rouge, c'est le moment idéal pour faire un changement de pneu obligatoire. Tout le monde le fait et redémarre la course et du coup, plus besoin de retourner au puits. Et donc, on savait ce qui allait se passer. C'est exactement ça. Un train de voiture à la queue leu jusqu'à la fin. À moins d'un accident en avant, une erreur de concentration d'un pilote ou une voiture de sécurité à cause d'un crash d'un autre pilote en arrière qui pourrait rebrasser un petit peu les cartes. On savait un petit peu comment ça allait finir. La course était jouée, hein, il ne s'est pas passé grand chose d'intéressant par la suite. Charles Leclerc, première victoire à Monaco, ça c'est franchement génial. Et puis Sainz, troisième, donc les Ferrari vont bien. Les McLaren, pour un troisième GP de suite, confirment leur retour aux avant-postes avec Piastri qui finit deuxième et Norris quatrième, donc franchement super. Louis Verstappen, eh bien sixième, même place qu'au départ. C'est ça, vous pouvez regarder. C'est clair que le tracé n'a pas aidé parce que dépasser à Monaco, c'est un peu jouer à la roulette russe. La Red Bull n'était pas à son avantage, on sait la grande force de la Red Bull, c'est l'aéro, et à Monaco, l'aéro, c'est au deuxième plan. On veut vraiment surtout de la motricité en sortie de virage. Bon, après, avec tout ce qu'il a gagné ces dernières années, le Max, on va pas le plaindre hein, non plus. Et on peut s'attendre à ce qu'il rebondisse au prochain GP à Montréal, sans aucun doute. Voilà, donc sur le plan sportif, un GP somme toute quand même ennuyeux. On retient 2 points positifs. Premièrement, la victoire de Charles à domicile. La première, c'est la première fois vraiment qu'il gagne à Monaco chez lui. Donc ça, c'est vraiment extrêmement positif, ça fait plaisir. Et la deuxième chose, eh bien, c'est vraiment le retour vraiment en forme, confirmé pour Ferrari et McLaren. On a peut-être vraiment un espoir là qui se concrétise d'avoir une bataille un petit peu plus intéressante pour la suite du championnat du monde de F1 en 2024. Voilà, donc tout ceci m'amène à la deuxième partie de ce vidéo, mon ressenti par rapport au circuit de Monaco. Alors, dites-moi ce que vous en pensez vous dans les commentaires. Est-ce que, selon vous, dans l'état actuel des choses, la Formule 1 a besoin d'aller sur le circuit de Monaco, sportivement parlant? Alors oui, je sais, il y a l'élément historique. Monaco, c'était le deuxième Grand Prix à être disputé dans le premier championnat du monde de Formule 1 en 1950. La F1 va à Monaco depuis toujours, c'est un classique, on le sait. On peut dire aussi que c'est une course à domicile pour bon nombre des pilotes qui ont élu domicile dans la principauté. Et puis évidemment, il y a le côté bling-bling, Hollywood européen, le jet-set, tout le monde, les acteurs connus, les sportifs célèbres et tout, qui sont là, qui sont rassemblés. Donc forcément, c'est un excellent outil marketing pour la F1. C'est une avalanche de richesse et de luxe, ça paraît très bien à la télé, c'est beau, les yachts de milliardaires, ça fait vraiment des images fantastiques pour les téléspectateurs. Donc je suis tout à fait d'accord avec tout ça, hein. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut abandonner Monaco. Je dis juste qu'il y a quand même 2 points fondamentaux qui font qu'en l'état actuel, sur le plan sportif, le circuit de Monaco n'est pas du tout adapté à la Formule 1. Je m'explique. Alors premièrement, Monaco c'était unique avant. C'était le seul circuit urbain en ville avec des glissières de sécurité comme ça, super étroit, un circuit temporaire. Tous les circuits classiques à l'époque, c'était du gazon, des bacs à gravier, c'était un environnement un petit peu plus campagnard, ouvert, beaucoup de verdure, très large, beaucoup de longues lignes droites, des circuits assez longs, etc. Monaco, c'était vraiment le seul, c'était le petit détour unique dans la saison. C'est plus le cas aujourd'hui. Monaco n'a plus le privilège d'être la seule course de type tracé urbain dans le championnat. La F1, on le sait, on a rajouté plusieurs au fil des années. On a eu Singapour, on a eu Valence qui a disparu, Bakou, Jeddah, et il y en a d'autres maintenant. Même plus récemment encore, le tracé de Las Vegas, l'année dernière, le premier GP à Las Vegas, c'est un tracé urbain temporaire dans la ville. Donc Monaco n'est plus le seul circuit temporaire urbain dans le championnat du monde. Il y en a de plus en plus. D'ailleurs, à mon avis, il y en a probablement trop maintenant. Je préfère les circuits traditionnels. Mais surtout, deuxièmement, contrairement aux autres circuits qu'on vient mentionner un petit peu plus tôt, Monaco est un circuit qui est
ultra lent et étroit, c'est tout le temps des zigzags, il n'y a aucune longue ligne droite, il n'y a aucun grand virage large avec une grosse zone de freinage pour dépasser. Donc ça nous enlève énormément pour la course du dimanche et au final, les qualifications sont même plus importantes que la course, plus intéressantes que la course. Et c'est ça qui est dommage. Tous les Grands Prix de Monaco, on risque en fait d'assister à un train de monoplaces qui se suivent à la queue leu pendant 78 tours et c'est exactement ce qui s'est passé ce week-end. Regardez justement, les 10 premiers pilotes en qualif ont fini exactement dans le même ordre pour la course. Donc côté dépassement et spectacle, Monaco c'est quand même peut-être plus intéressant en dehors de la piste le dimanche. C'est les règlements techniques de la F1 depuis quelques années là, qui ne sont pas du tout adaptés à ce tracé tellement étroit, tellement sinueux. C'est absolument impossible pour les voitures de se suivre et d'arriver à se mettre côte à côte avec une autre voiture pour les dépasser. C'est extrêmement compliqué. Les F1 en 2024, c'est 2 mètres de large par 5 mètres et demi de long. C'est extrêmement gros. On n'a jamais eu des Formule 1 aussi imposantes que ce qu'on a cette année. D'ailleurs, c'est un des faits pour les règlements techniques de 2026. Ils veulent réduire le poids des voitures, réduire la grosseur des voitures parce qu'ils se rendent compte, et même les pilotes le disent, que c'est vraiment très difficile à piloter, c'est pas agréable, ils ont l'impression d'avoir vraiment un bateau. Alors oui, il y a d'autres circuits urbains avec des sections très étroites, comme à Bakou par exemple, on sait, il y a un passage, il y a à peu près 7 mètres de large, donc 2 voitures peuvent même pas passer côte à côte, à moins d'être vraiment un risque incroyable d'être collé contre le mur, collé contre le pneu, et l'autre voiture collée contre l'autre mur, donc c'est absolument impossible, mais il y a des longues lignes droites quand même qui suivent, il y a des grandes zones de freinage, des dépassements sont possibles et on le voit, il y a de l'action sur ces circuits-là. Pas à Monaco. Donc malgré ces sections étroites dans ces circuits urbains où il y a des risques avec des glissières, il y a quand même des endroits où on peut vraiment se coller à l'arrière de la monoplace, avoir une bonne sortie de virage pour pouvoir remonter, se mettre côte à côte avec l'adversaire et tenter un dépassement. Monaco, il n'y en a pas. C'est simple, il n'y en a pas. La plus grande ligne droite, elle est même pas droite, elle tourne, c'est dans le tunnel, elle est minuscule. Et vous avez vu beaucoup de dépassements, vous, à la sortie du tunnel récemment? C'est compliqué, on va dire qu'à chaque fois qu'il y a un essai, souvent ça finit par aller dans l'échappatoire, à traverser la chicane, et du coup ils doivent redonner la place. Donc voilà, selon moi, dans l'état actuel des choses, le circuit de Monaco n'est plus du tout adapté à la Formule 1 actuelle. C'est plus ce que c'était. Et même si on a eu un super Grand Prix avec cette victoire de Charles Leclerc qui fait plaisir, qui est rafraîchissante, il faut dire les choses telles qu'elles sont. Le Grand Prix était horriblement ennuyeux. Il ne s'est rien passé. On n'avait même pas peur que Piastri réussisse à dépasser Charles. D'ailleurs, je pense que sur tous les éléments que la Formule 1 est en train d'étudier pour tenter d'améliorer un petit peu les dépassements, le spectacle, si on peut dire, je pense que le choix du circuit est vraiment un élément fondamental, crucial, et j'y reviendrai probablement dans une autre vidéo. Et puis, si vous voulez voir un autre sujet qui fait mal à la F1 depuis quelques années, je vous suggère de voir ce vidéo sur Sergio Pérez, qui, encore une fois, a connu un week-end absolument exécrable, nulle part en qualif, et en course, on sait ce qui s'est passé, c'était pas de sa faute, mais en même temps, s'il n'était pas parti d'aussi loin, il ne serait peut-être pas arrivé. Voilà, c'était Formulatom, likez, commentez, abonnez-vous, merci, je vous dis à la prochaine, ciao!